Alors bonjour et bienvenue donc au séminaire de supervision des boîtiers ServiceNav. Donc moi je suis Jean-Yves Biézer, donc je suis consultant sur la solution ServiceNav. Aujourd'hui l'idée c'était de pouvoir discuter un peu sur la supervision des boîtiers de supervision. C'est ceux-ci qui sont importants justement, et c'est eux qui vont s'occuper de remonter toutes les informations de supervision donc à la plateforme centrale, hein, que ce soit en mode SaaS ou en mode on-premise. Donc nous allons parcourir plusieurs chapitres qui seront donc ceux-ci. Nous aurons donc le premier chapitre, ça sera discuter autour du boîtier de supervision. Donc qu'est-ce que le boîtier de supervision, comment il est taillé, à quoi il sert, etc. Et derrière, on va regarder un peu les dashboards d'exploitation, etc., liés à ce boîtier de supervision. Puis après, on va discuter un peu des problèmes possibles qu'il peut y avoir sur le boîtier. Et on fera à la fin, selon les questions que vous allez poser, hein, une petite session de questions-réponses. Donc voilà, donc ça c'est les thèmes abordés. Donc le boîtier, l'autosupervision du boîtier. Alors, important aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est la supervision d'un boîtier depuis un autre boîtier, hein. Il est intéressant de superviser vos boîtiers de supervision par un boîtier qui se trouve soit sur un LAN différent ou soit directement sur la plateforme SaaS chez nous, hein. Après, vous pouvez très bien superviser deux boîtiers, faire du supervision croisée entre vos deux boîtiers, donc il n'y a aucun souci. Donc on va déjà parler du boîtier de supervision lui-même. Donc le boîtier de supervision, c'est quoi? Donc c'est, comme vous le savez déjà pour la plupart d'entre vous, une appliance, hein, donc une machine virtuelle, hein, qui peut être hébergée sur des ESX, sur de l'Hyper-V. Ça peut également être un boîtier physique, hein. Donc nous on peut vous vendre des petites appliances, hein, pour gérer cela, si votre client n'a pas d'hyperviseur. Après, on a aussi une image, un Clonezilla, donc si vous souhaitez recycler un ancien PC pour mettre votre boîtier de supervision dedans, il n'y a pas de souci. On a aussi une image Clonezilla qui vous permet de faire tout ça. Donc le boîtier actuellement, donc les boîtiers qu'on l'on fournit, c'est la nouvelle version d'Ubuntu, hein. Donc le boîtier contient l'Ubuntu version 16.04. Alors les anciens boîtiers en 12.04 sont toujours compatibles avec les nouvelles montées de version de notre produit, hein. Donc on est déjà en 3.17 au niveau de notre plateforme SaaS, hein. À savoir que les boîtiers 12.04 sont toujours compatibles avec la version de la plateforme 3.17. Par contre, au niveau sécurité, nous avons donc mis en place des boîtiers en 16.04. Par contre, ceux-ci ne sont plus compatibles avec les versions inférieures à la version 3.13.1, qui est la dernière version, la 3.13, pardon, qui est la dernière version qui est en Ubuntu 12 sur les plateformes SaaS. Donc le boîtier contient également donc, la dernière version de Nagios, la Release Core 4.2.3.5. Ce qui est très important dans le boîtier, c'est l'outil de communication. Donc on a développé nous un outil de communication qui va permettre d'envoyer des messages entre la plateforme et le boîtier. Sur ce boîtier, vous avez également un petit serveur de messagerie. Le boîtier sera en charge d'envoyer des mails, hein, directement depuis le boîtier. Après, on a tous nos points de contrôle, les plus de 1300 points de contrôle, je ne sais plus exactement combien nous en avons. Donc, tous les points de contrôle sont des plugins de supervision, sont donc sur le boîtier. Et nous avons mis sur ces boîtiers également des petits utilitaires qui permettent d'accéder soit à des B, SAN, NAS, attaquer des bases de données Oracle. Donc on a mis un client Oracle sur le boîtier, on a mis un petit client SQL sur le boîtier. Voilà. Donc les caractéristiques système du boîtier, donc un boîtier de supervision, donc souvent la question qu'on nous pose, c'est oui, un boîtier de supervision, ça supervise jusqu'à combien d'équipements, comment faut que je le taille, etc. Alors là, on n'a pas vraiment de formule magique, ça va dépendre de plusieurs choses, hein. Ça va être le nombre d'équipements que vous allez mettre sur le boîtier et le nombre de services unitaires également que vous allez déployer sur le boîtier. En fonction des modèles que vous allez mettre sur le boîtier, il y a des modèles qui sont beaucoup plus gourmands en CPU que d'autres. Donc c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de réponse, ça va vraiment dépendre de votre périmètre de supervision. Si vous supervisez, je sais pas, une centaine de SX, on sait très bien que les checks ESX ou les boîtiers de supervision sont très gourmands en CPU.
Donc là, on va vous dire de mettre beaucoup plus de CPU. Si vous faites beaucoup de network traffic, vous voulez superviser que des interfaces réseau de tous vos switches, là on sait que c'est pas très gourmand en CPU, mais par contre c'est des intervalles de contrôle toutes les minutes. Et donc si vous nous mettez 400 checks à la minute, effectivement là aussi il va falloir du CPU. Donc voilà, nous on met un ABAC à disposition à peu près, hein, on part sur généralement du 4 Go de RAM avec 2 vCPU, et comme on supervise le boîtier, on adapte tout cela en fonction des points de contrôle supervisés, quoi. Après, ce qui est aussi important, c'est l'espace disque. Alors, par défaut, quand vous téléchargez une VM, elle fait 8 Go. On conseille généralement de la passer à 20 Go parce que, comme vous le savez, un boîtier de supervision qui n'est plus connecté à son réseau VPN, puisque le boîtier communique en VPN avec la plateforme centrale, elle va continuer à superviser en local et va collecter des données sur le boîtier. Donc elle va collecter des fichiers texte sur le boîtier. Donc si vous laissez tourner pendant 15 jours, il va collecter pendant 15 jours des données sur le boîtier, et si vous n'avez plus d'espace, à un moment donné, vous allez perdre de la donnée, quoi. Bon, après, si pendant 15 jours vous n'avez pas vu que le boîtier est down, c'est que mon séminaire ne sert à rien. Mais bon. Voilà, donc maintenant on va voir ce que fait le boîtier en lui-même, hein. Donc le boîtier en lui-même, il y a des échanges en fait. Le boîtier, il va faire des échanges avec la plateforme de supervision. Donc on a un point de contrôle qui s'appelle VSB Remote Opération, que vous voyez quand vous déployez la supervision sur votre boîtier. Et donc tout est géré par cet utilitaire qui s'appelle RabbitMQ, hein, sur la plateforme centrale, qui envoie des messages. Le boîtier envoie des messages à la plateforme centrale, la plateforme centrale envoie des messages au boîtier. Donc globalement, vous avez plusieurs fils de messages, hein. Vous avez une file de messages qui s'appelle command processing. Donc ça, typiquement, quand vous faites un rechargement de votre configuration, donc vous êtes dans l'interface de supervision, vous dites de recharger le boîtier, lui, il envoie un message au boîtier pour lui dire lance-moi un Agios Reload. Donc tout se passe avec des échanges entre la plateforme centrale et le boîtier. Donc les points de contrôle importants, quand vous faites un check, vous lancez un contrôle immédiat, c'est un message command processing. Quand le boîtier de supervision voit qu'il a des fichiers à remonter à la plateforme centrale, donc les fichiers d'historique, pour avoir les statuts et données de performance que vous trouvez dans les métriques ou dans l'historique des statuts, ça c'est des fichiers qui se trouvent sur le boîtier. Donc dès que le boîtier voit qu'il a des messages, toutes les 15 minutes, il envoie un message à la plateforme centrale pour dire voilà, j'ai des messages à te mettre à disposition. Donc il lui envoie les fichiers par du AirSync, par le tunnel VPN, et après c'est la plateforme centrale qui se charge d'ingérer ces fichiers texte en base SQL, et après vous le voyez au niveau de l'interface de supervision. C'est pour ça qu'actuellement on a un petit décalage normalement de 15 minutes, parce que c'est toutes les 15 minutes qu'on a des remontées d'informations au niveau des données de performance et des statuts historisés. Par contre, tout ce qui est données temps réel, les données temps réel de supervision du boîtier, donc tout ce qui est NDO en termes Nagios, hein, toutes ces données-là, c'est un process qui tourne sur la box, et un process qui tourne sur la plateforme, et dès qu'il y a un changement de statut, vous le voyez directement dans l'interface, quoi. Donc ça, c'est instantané. Donc on va rentrer dans l'autosupervision du boîtier. Donc pour auto-superviser le boîtier, hop, je reviens sur mon petit... Voilà, donc on va parler de l'autosupervision du boîtier. Donc on va faire un petit cas pratique, hein. Donc le petit cas pratique, c'est pas compliqué. Vous avez un boîtier qui s'appelle VSB Preprod ici, hein, avec une adresse IP VPN. Donc généralement le boîtier, qu'est-ce qu'on voit? Dans le boîtier, quand on ouvre le boîtier, on voit des informations générales, hein. C'est le nom de votre boîtier. Votre adresse IPVPN, ça c'est celle qui est automatiquement récupérée quand vous créez un boîtier, donc, parce qu'en fait le boîtier de supervision il est sur votre LAN avec une adresse IP LAN, et quand vous allez installer un boîtier, donc instancier un boîtier, il va vous donner une adresse IPVPN. Quand vous créez votre boîtier, il vous donne une adresse IPVPN automatiquement. Donc après vous pouvez aller voir là-dedans, bon vous n'avez pas normalement tout ce que vous voyez là sur mon écran, vous n'avez pas tous les champs, hein. Si votre boîtier est de type mutualisé, c'est-à-dire qu'il peut à la limite faire office de remontée pour les agents, vous aurez une partie configuration des agents avec l'adresse IP publique, le port utilisé. Par contre, tout ce qui est en bas, NDO mode, je ne crois pas que vous puissiez le voir normalement, parce que j'ai un profil un peu particulier.
Mais voilà, le boîtier, globalement, vous avez un truc qui est important aussi, c'est la configuration générale. Ici, vous voyez, il y a des services défauts. Pour chaque boîtier, on a des configurations. Donc on a une configuration qui va lui dire ce boîtier-là, donc le VLI service défaut, c'est toutes les 60 secondes, en fait, on va attendre un timeout de 60 secondes sur les plugins. Donc le Nagios, le boîtier lui-même, quand vous allez lancer un plugin, il va attendre 60 secondes. Et si au bout de 60 secondes, il n'a pas le résultat du plugin, ben, en fait, vous aurez un timeout. Donc on s'est aperçu que certains plugins demandent beaucoup de temps d'exécution. Donc on a permis de modifier cette configuration générale. Donc vous pouvez mettre une configuration générale de type 120 secondes, donc il va attendre 2 minutes. On a une autre configuration pour Oracle également, où je crois qu'il attend 180 secondes, quelque chose comme ça. Voilà, par défaut, on met souvent 60 secondes, parce que si vous changez vraiment cette configuration générale, ça peut être un peu pénalisant pour les checks, parce que si vous demandez à Nagios d'attendre 2 minutes, c'est-à-dire qu'il va falloir, quand il va réordonnancer tous ces checks qu'il a sur le boîtier, lui, il va prendre en compte un intervalle de 2 minutes, donc le réordonnancement ne sera pas forcément très optimisé. Quand c'est 60 secondes, ça va. Quand ça devient 120 secondes, 180 secondes, il va avoir du mal à bien réordonnancer ses checks. Donc quand vous avez des plugins qui mettent beaucoup de temps à répondre, nous ce qu'on conseille, c'est de créer un deuxième boîtier de supervision avec une configuration générale à 120 voire 180 secondes, et essayer de placer votre check sur ces boîtiers-là, quoi. Voilà. Donc l'autosupervision, ça va être très simple. Vous allez déjà aller, comme d'habitude, quand on met en place un boîtier de supervision, la première chose qu'on fait, on va dans le module recensement, on va recenser notre boîtier. Donc on choisit le boîtier que l'on souhaite superviser. Par défaut, on lui met l'adresse 127.0.0.1 pour qu'il se supervise sur son localhost. Et pour superviser, il a besoin d'un compte SNMP qui est le compte communauté SNMP Coservit. Donc, tous nos boîtiers sont configurés avec une communauté Coservit. Après, demain, si vous souhaitez changer la communauté de votre boîtier, il suffit d'aller sur le boîtier dans le snmpd.conf et modifier le nom de la communauté, si vous voulez harmoniser chez vous. Donc ça, c'est pas un problème. Mais par défaut, il est livré en Coservit. Donc on va recenser le boîtier. Une fois qu'il est recensé, le boîtier, vous le voyez apparaître ici. Donc vous voyez bien qu'il répond au PIG, au SNMP. Et dedans, vous allez lui appliquer un modèle de supervision qui est le modèle qu'on appelle normalement auto-supervision du boîtier. Donc là, voilà, vous lui dites que c'est un boîtier de supervision, vous mettez une criticité, vous lui donnez le modèle auto-supervision. Donc là, il va aller mettre tous les checks nécessaires, donc les checks qui vont surveiller les fils de message. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, le CPU, la RAM, etc. Après, vous pouvez associer des étiquettes si vous le souhaitez, comme tout équipement que vous mettez en supervision. Et derrière, ce qui est important de superviser, à la limite, c'est le réseau. Donc vous avez le TH0 qui est le LAN, donc le réseau local du boîtier, et après le tunnel, ça aussi, c'est voir un peu s'il y a beaucoup de trafic sur le tunnel. Le tunnel, c'est le VPN qui monte entre le boîtier et votre plateforme de supervision. Voilà, après, bon, les disques, vous pouvez également mettre les disques que vous souhaitez, vous faites valider et vous avez votre boîtier en supervision. Donc ça, c'est très important de superviser votre boîtier, c'est lui qui va vous dire justement, après il faut recharger la conf bien sûr, et c'est lui qui va vous dire comment il se porte, si le CPU va bien, s'il a assez de RAM, etc. Donc, première chose qu'on fait, c'est on lance un contrôle, bien sûr. Et là, voilà, on commence à avoir les informations qui remontent. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de notification actuellement. Quand vous avez la petite cloche comme ça barrée, ça veut dire qu'il n'y a aucune notification sur ces points de contrôle. Donc ce qu'il est important de faire, c'est quand même de superviser son boîtier. Donc essayez de, si vous n'avez plus d'espace, vous vous envoyez un petit mail ou vous le mettez dans un dashboard, voilà, on verra plus tard. Ce qu'on voit bien, c'est le check VSB Remote Health. Donc à ce niveau-là, vous voyez les fils de message dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc bon, initialisation, j'en ai pas parlé parce que c'est la file qui permet de créer le boîtier de supervision. Donc elle est utilisée une fois, c'est quand vous faites initialisation du boîtier. Et après, vous avez vraiment la file qui est la data file transmission.
qui est, elle, est une file importante, parce que c'est elle qui va remonter les données de supervision pour les métriques et l'historique des statuts. Et après, vous avez aussi la file qui est le command processing. Alors celle-ci, c'est aussi important, parce que quand vous faites des actions dans l'interface, vous modifiez des choses, vous lancez des contrôles, si cette file ne fonctionne pas, en fait, tout ce que vous faites dans l'interface, le boîtier ne le fait pas. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Et après, vous allez superviser votre CPU, votre RAM, et en fonction, soit vous rajoutez de la RAM, du CPU, en fonction de l'historique que vous avez au niveau des métriques, quoi. Donc ça, la première chose à faire, c'est on supervise son boîtier pour avoir l'état courant de l'équipement. Après, une autre chose très importante, c'est que le boîtier, voilà, c'est Nagios, il peut cracher, Nagios, ça peut arriver, donc les process peuvent cracher, il peut se passer quelque chose, donc s'il crache, il s'auto-supervise plus, quoi, le boîtier, globalement. Donc là, ce qui est important, c'est de mettre en place une supervision d'un boîtier depuis un autre boîtier. Donc pour mettre en place une supervision depuis un autre boîtier, il faut forcément avoir un autre boîtier. Donc si vous êtes en plateforme SaaS, à la limite, nous on a la possibilité en fonction des contrats d'auto-superviser vos boîtiers si vous êtes en SaaS. Hein. Après quand vous êtes en mode on-premise, c'est à vous de rajouter un boîtier de supervision supplémentaire et qui fera de la supervision croisée. Donc le boîtier 1 supervisera le boîtier 2 et le boîtier 2 supervisera le boîtier 1. Voilà. Globalement, comment ça fonctionne. Donc pour mettre en place la supervision d'un boîtier, le cas pratique, très simple. Alors tout ce que je vous montre là, en fait, c'est vous le retrouvez sur notre site web. Hein. On a bien documenté tout cela. Hein. Donc pour mettre en place un boîtier en supervision croisée, donc supervisé par un autre boîtier, vous donnez un nom à votre équipement, donc supervision de mon boîtier VSB, pré-prod, etc. Vous lui donnez l'adresse VPN du boîtier. C'est ça qui est important, c'est l'adresse VPN, parce qu'on va superviser depuis un autre data center, hein, donc pas forcément sur le même LAN. Hein, donc là, on va superviser le tunnel VPN qui est monté entre les deux liens. Voilà, vous créez votre équipement. Hein, donc là, on voit que je mets la VSM pré-prod, donc c'est surveillé depuis un autre boîtier. Donc je fais surveiller mon boîtier VSB par un autre boîtier. Et là, je prends le modèle supervision par un superviseur. Donc, toujours pareil, vous pouvez mettre des étiquettes, il n'y a pas de souci. Vous pouvez activer la notification si besoin est, etc. Voilà, quand vous validez ça, voilà. Donc là, tout n'est pas encore terminé. Hein, quand on a mis de la supervision croisée, il y a encore une chose à faire. Donc ça, je pense qu'on va essayer de l'automatiser, parce que c'est toujours un peu pénible quand on a beaucoup de boîtiers à faire. Il faut retourner en fait sur le point de contrôle qui s'appelle Box Live Statut. Et dans la configuration, il faut lui mettre le nom du boîtier que l'on souhaite superviser. Donc ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel moi j'ai demandé une évolution en interne. Donc je sais que la R&D doit travailler sur ce sujet-là. On a eu pas mal de problèmes quand on a beaucoup de boîtiers à gérer d'un coup. Si on doit créer 50 boîtiers, c'est-à-dire qu'il faut se taper 50 fois la configuration ici. Donc c'est quand même pas forcément très, très optimal, mais pour l'instant, il faut travailler comme cela. Donc voilà, donc là, vous avez mis en place le point de contrôle. Alors ce point de contrôle-là, très important. Boxnetphone, je sais que j'ai pas dû mettre le bon nom de boîtier, hein, donc il faut vraiment que le nom soit exact. Donc si j'oublie un petit tiret ou quelque chose comme ça, hein. Voilà, on va renvoyer la conf. Et on relance un contrôle immédiat. C'est un contrôle immédiat, hein. Si je fais pas l'action, forcément il se passe rien. Après il faut attendre un petit peu, hein, le temps que ça, voilà, que ça arrive. Donc là on a mis en place un monitoring box else. Donc celui-ci c'est un point de contrôle qui est très important, parce que ce point de contrôle là va checker directement, comme je disais tout à l'heure, hein, les statuts temps réel. Donc quand un boîtier supervise, s'il y a un changement de statut, en fait ça passe dans un process NDO, ça envoie ça directement à la plateforme web qui injecte ça en base de données NDO. Donc ça c'est un statut qui est pratiquement du temps réel. Et donc l'objectif de ce box live statut, c'est d'aller regarder en base
la fraîcheur des données qui sont la fraîcheur des statuts dans la base NDO. Il peut arriver que quand vous supervisez vos équipements, bah, que les dates que vous voyez ici ne correspondent pas à la date du jour. Bon, soit c'est parce que c'est un check que vous faites tous les 3-4 jours, mais si vous avez plusieurs checks, un CPU que vous faites toutes les 5 minutes et vous voyez que la date elle n'est pas à la bonne date, qui est le mois d'avril, et que votre box live statut il est bien en rouge, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a craché dans votre box de supervision. Donc le box live statut est là pour vous dire attention, ça fait plus de 5 minutes ou alors je sais plus si 5 ou 15 minutes que je n'ai pas eu en fait, de données fraîches dans ma base de données. Et donc dès que vous avez ce box live statut qui n'est plus bon, il faut vraiment nous avertir ou aller voir ce qui se passe au niveau du boîtier de supervision, quoi. Donc ça c'est vraiment un point de contrôle assez important, hein. Donc souvent la box peut cracher, on peut avoir un problème, alors que ça peut être n'importe quoi, hein. Donc il faut vraiment faire attention. Donc c'est pour ça que nous on conseille derrière de créer des dashboards d'exploitation pour vos boîtiers de supervision, quoi. Donc l'idée c'est soit vous faites une météo, hein, moi j'ai fait une météo sur mon boîtier de supervision. Après vous pouvez très bien créer un dashboard, hein, pour avoir la liste des statuts, et dedans vous prenez le dashboard de type liste des statuts, vous allez rajouter vos boîtiers de supervision avec tous les points de contrôle qui sont importants de superviser sur un boîtier de supervision. Donc là vous prenez vos équipements de type VD Service Nav Box, vous mettez tout ce qui est OK, critique et alerte, inconnu. Normalement on met que critique, et là c'est pour le test, hein, parce que j'ai pas forcément d'états qui sont critiques. Donc les choses importantes à superviser, c'est les CPU, la RAM, l'espace disque, etc. Et en base de données c'est important, hein, parce que base de données c'est la file de message, un VSB remote operation box. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez normalement un dashboard, et nous ce qu'on conseille c'est d'avoir un dashboard de supervision de vos boîtiers. Donc là on retrouve tous les points de contrôle. Alors, il y a peut-être des choses qui ne sont pas forcément importantes, hein, le boot, etc. Je les ai mis, mais ça sert peut-être pas grand chose. Ce qui est important c'est le slash. Après c'est la RAM. Si vous avez un boîtier qui est full en RAM, il va moins bien superviser et ça peut faire cracher les processus Nagios, hein. Pareil pour le CPU. Et après, les points de contrôle importants, c'est les box live statut, hein. Généralement, chez les clients, ce qu'on fait, on fait même deux dashboards. On fait un dashboard où on regarde que les box live statut, et on a un dashboard où on a l'état des boîtiers de supervision. Donc ça, c'est vraiment au choix, quoi. Donc ça, après, vos équipes peuvent gérer un peu tout ça, hein. Donc là, si je prends uniquement tout ce qui est critique en alerte, normalement c'est ça. Normalement, vos équipes devraient avoir un tableau de bord comme cela, et ils doivent ne traiter que ce qui est en statut warning ou critique. Bon, là j'ai mis les équipements aussi en OK, donc si je les enlève, je ne dois voir qu'un seul warning. Voilà. Donc voilà, à vous d'adapter un petit peu vos dashboards. Donc après, bon, tout ce qui était problème possible, voilà, les problèmes possibles, il y en a. Donc un petit exemple, hein, je suis dans mon interface ServiceNav, je lance un contrôle immédiat et bon, voilà, rien, aucun retour, le redatage du dernier contrôle ne change pas, donc il y a plusieurs choses, hein, donc c'est toujours pareil, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc soit les messages n'ont pas été envoyés par le boîtier de supervision. Donc petit 1, il faut redémarrer le remote operation box. Donc c'est écrit, on a une consigne, hein, normalement quand il y a un problème sur le check remote operation box, vous avez une petite consigne qui vous dit redémarrer le remote operation box sur la service nav box. Toujours, enfin mettre en supervision le cas échéant le service remote operation box, pour moi il faut toujours le mettre en supervision, hein. Donc ça c'est très important. Et après on peut également carrément mettre des points de contrôle supplémentaires, hein, qui vont aller regarder carrément le processus, parce que là c'est un point de contrôle qui regarde les fils de messages, s'ils ont été dépilés ou pas, parce que tous les messages qui sont envoyés, normalement doivent être dépilés, doivent être retournés à zéro. Après il est possible qu'on ait des messages, les commandes processing, on peut avoir des pertes de messages parce que pour une raison X ou Y, on a eu un souci. Bon, le commande processing, on va dire, c'est pas le plus important, sauf quand on fait un rechargement de boîtier. Si on fait un contrôle immédiat, que le message n'est pas passé, c'est pas grave, on fera le contrôle immédiat après. Mais bon, il faut quand même surveiller vos messages.
Après, voilà, une autre cause, bah, c'est qu'on a eu un problème avec Nagios, donc il faut vraiment redémarrer Nagios sur le boîtier, bien attendre que Nagios ait redémarré sur le boîtier. Il faut qu'on vérifie la présence du fichier d'échange hein, qui se trouve dans USR local Nagios var rw nagios.cmd. Et toujours pareil, hein, mettre en supervision le cas échéant le livebox statut, donc et voir mettre en supervision si on le souhaite carrément l'instance Nagios, quoi. Donc là je vais vous montrer un petit exemple. Voilà, alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà, par exemple, sur votre boîtier de supervision, donc votre box, là, le Remote Operation Box, normalement vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, je ne sais plus, 1, 2, 3, 4, 5, je crois qu'il y en a 6, hein, donc 6 process Remote Operation Box qui tournent. Après, dès que vous voyez que votre box, il y a un problème au niveau de la supervision, vous n'avez plus de redatage dans l'exploitation technique, qu'il y a quelque chose de bizarre, vous vous connectez sur la box, vous regardez ici si les process tournent. S'ils tournent, bah, tout va bien. Vous pouvez également utiliser une autre commande qui permet de redémarrer les process si besoin est, hein. Donc c'est service Remote Operation Box Restart. Donc là, il va redémarrer les process. Parce que de temps en temps, on peut avoir des process zombies. Alors il faut toujours faire attention donc, de faire toujours le PSAUX grep remote. On va regarder les process, on les voit ici. Des fois, ils sont zombies. Même quand on fait un Remote Operation Box stop, on voit que les process ne s'arrêtent pas. Donc on peut faire un kill des process hein, qui ne se sont pas arrêtés et on redémarre le Remote Operation Box. Et vraiment, c'est si vous avez du Remote Operation Box en mode zombie, je vous conseille de killer vos Remote Operation Box et de redémarrer le service. Voilà, j'arrête le stop, tac, voilà. Voilà, là on voit qu'ils y sont plus, hein, donc, et là je le redémarre, et là ils y sont à nouveau, et après vous avez un fichier très intéressant à regarder, qui est dans USR local Nagios var, donc vous avez un fichier qui s'appelle remoteoperationbox.log. Donc toutes les actions que vous faites dans la console de supervision, ou des actions qui sont masquées, puisque vous ne voyez pas, par exemple là on fait un AirSync, on est en train de synchroniser un fichier qui est sur le boîtier, donc ce fichier là contient les équipements, les statuts, les performances, là c'est un perf data, donc il contient les données de performance, il les envoie donc sur la plateforme centrale ODS chez nous, hein. Donc ça c'est intéressant de voir que ici tout se passe bien, qu'on est bien connecté et que il y a bien des choses qui se passent, quoi. Par exemple si je vais sur ma RAM, ma ligne RAM, je lance un contrôle, je rafraîchis, quand je reviens au niveau de mon boîtier de supervision, là je vais voir passer ici voilà un schedule force. Donc je vois que j'ai demandé que la RAM soit relancée, il faut qu'on relance un plugin sur la RAM. Alors après vous avez également le process, donc bon là ça revient sur le Remote Operation Box, donc c'est toujours pareil, hein, c'est bien s'assurer que cela fonctionne. Vous avez les process Nagios également, intéressant de regarder. Donc le service Nagios statut, il peut arriver que le Nagios s'arrête. Donc pour une raison X ou Y, des fois on ne sait pas du tout pourquoi il s'est arrêté, ça arrive. Donc là c'est toujours pareil, c'est important de regarder que Nagios tourne et vous pouvez rajouter si vous souhaitez un point de contrôle, hein, le line process name, où dedans vous dites le nom du processus. Donc vous mettez le nom du processus, validé, vous l'attachez à votre boîtier qui auto-supervise, qui supervise la box depuis l'extérieur. Et là vous pouvez regarder si le processus Nagios tourne sur le boîtier, quoi. Donc là je vais regarder sur ma box qui était la VSM Preprod, je vais regarder si mon processus Nagios tourne. Alors, généralement, c'est pas des points de contrôle qu'on met, mais si vous rencontrez vraiment des problèmes au niveau Nagios, une instabilité, vous pouvez très bien essayer de superviser ces processus-là, quoi. Donc là, on va voir si j'arrête Nagios. Voilà, donc Nagios ne fonctionne plus, donc là, voilà, ça vous donne un indicateur supplémentaire, quoi.
Donc ça, c'est pas mal de le faire. Vous pouvez le faire donc directement depuis un autre boîtier. Donc voilà, on a fait un peu le tour sur la supervision des boîtiers. Donc bon, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Beaucoup de nos clients oublient de superviser leur boîtier de supervision, donc ou de les auto-superviser. Donc c'est vrai que c'est de temps en temps on a beaucoup d'appels au support pour nous dire ça y est, notre supervision marche plus, etc. Et nous, quand on commence à se connecter avec l'équipe, on se rend compte que les boîtiers sont dans un état bloqué, que les dates sont au mois d'avril alors qu'on est au mois de juin. Donc là tout de suite, on leur dit supervisez déjà votre boîtier, parce que c'est très important de le superviser. Et derrière, faites bien de l'autosupervision croisée, parce que le box live status a quand même une grosse importance également, hein. Si la fraîcheur des données n'est pas là, ça a beau superviser. Alors faire attention aussi, il y a une chose qui est très importante, j'en ai peut-être pas parlé, c'était le end time également, hein, euh, il peut y avoir un décalage de temps entre vos boîtiers de supervision et la plateforme centrale. Donc là, si vous avez un décalage de temps, il peut y avoir des problèmes sur le box live statut qui ne sont pas vraiment des problèmes. C'est simplement que votre boîtier n'est pas à l'heure et donc les 5 minutes, comme on n'est pas à l'heure, on va vous dire qu'il y a un problème alors que c'est vraiment votre boîtier qui n'est pas à l'heure. Donc voilà. Donc je vais regarder le chat parce qu'a priori vous avez dû me poser des questions. Alors. Je regardais un petit peu, mais merci d'avoir participé en tout cas. À quoi correspond l'in-process-name? Voilà une question qu'on m'avait posée, c'est ça. À quoi correspond l'in-process-name Nagios dans la démo du dashboard? Est-il obligatoire? En fait, c'est si vous rencontrez des problèmes récurrents sur vos boîtiers de supervision, il peut être important de rajouter justement ce Nagios, c'est le score qui tourne sur le boîtier de supervision. Donc effectivement, nous on le supervise pas plus que ça, parce que nous on supervise les remote opérations de box. Logiquement, si Nagios tourne pas, on a déjà nos points de contrôle qui fonctionnent plus. Et alors c'est vrai qu'il est important de temps en temps, quand on a des problèmes sur nos boîtiers, de rajouter des points de contrôle supplémentaires, hein, pour faire un peu de tuning de supervision des boîtiers. Et le process Nagios en est un. Donc on peut aussi superviser ce process là. Comme on peut superviser le process remote opération de box également, hein, pour être sûr que on n'est pas dans un statut bizarre, quoi. Oui, Jean-Yves? Oui. Oui, bonjour, c'est Christophe. Oui, bonjour Christophe. Je voulais savoir, oui, j'avais une des questions, je me posais la question, est-ce qu'un jour les boîtiers physiques pourront être faits sur des Raspberry, notamment pour des tout petits clients qui n'ont pas d'infrastructure avec des VM, avec ce genre de choses, et chez qui, en fin de compte, mettre un boîtier à 300 € puisse être trop onéreux, en tout cas pour eux? Alors, un boîtier Raspberry, donc on a une personne chez nous qui a travaillé sur le sujet. Ça tombe bien, elle est en face de moi. Donc on a effectué des tests, je me rappelle bien. Mais on a encore on est en train de faire des tests, on est un peu au tout début là-dessus. Le problème de ces boîtiers Raspberry, c'est déjà l'architecture, c'était l'ARM à l'époque. Oui. Donc l'ARM, ça veut dire qu'il faut qu'on gère un nouveau Nagios. Nous, le Nagios, ARM, on l'a pas, donc nous on maintient uniquement actuellement un Nagios pour Ubuntu, hein, donc c'est très compliqué de gérer un nouvel OS faut tout recréer, récupérer les librairies, donc ça va nous demander énormément de travail, et effectivement par rapport à nos demandes clients, on sait qu'il y en a, on le sait, mais voilà, je sais pas si on va le faire. Et Raspberry aussi, le souci c'est que les boîtiers, c'est les boîtiers qui tournent 24/24. Les Raspberry sont censés bien fonctionner, mais moi ce que j'en ai lu, et j'en ai un chez moi donc je peux en parler, c'est vrai qu'il peut y avoir sur de la montée en charge sur le boîtier, il peut exploser, quoi. Donc voilà. Donc voilà, on est en cours de réflexion, mais pour l'instant nous ce qu'on vous fournit, si vraiment vous n'avez pas d'argent pour acheter nos boîtiers, après, vous pouvez très bien mettre un PC recyclé, hein, comme je vous disais au début, vous avez une image Clonezilla, hein, qui contient l'architecture Ubuntu, que vous pouvez mettre sur n'importe quel type de PC recyclé, hein. Après c'est un matériel à gérer en plus, quoi. Voilà. Une autre question que j'avais par rapport à ça, c'est parfois on se retrouve avec des seuils un peu trop hauts au niveau du Lean CPU, ou trop bas par rapport aux besoins. Comment est-ce qu'on détermine les seuils du Lean CPU par rapport
par rapport à savoir si en fin de compte le boîtier il est saturé, ouais. est-ce qu'on doit rajouter des vCPU, ce genre de choses. Bah, de Alors toute façon, j'ai trouvé des choses sur internet par rapport à des Linux, ce genre de choses. Maintenant c'était d'avoir une confirmation. alors après, c'est vrai, c'est très compliqué par rapport quand on discute des loads CPU Mm, sur de Linux, c'est assez compliqué. Parce qu'après, ouais, voilà, c'est des temps d'attente entre chaque process, hein, si je me rappelle bien, donc mm, comme du round robin, hein, donc c'est assez compliqué. Nous, ce qu'on fait généralement, c'est que on essaie de regarder, on utilise aussi HTOP, hein, on n'hésite pas à utiliser HTOP au niveau du ah, boîtier de d'accord. supervision pour aller regarder un petit peu ce qui se passe. Généralement, les CPU, on essaye de mettre 4, souvent on monte à 8 vCPU, c'est le plus important sur le boîtier, c'est quand même le CPU, c'est pas forcément la RAM, hein. Parce Mm, que quand vous faites énormément de checks, comme je vous disais tout à l'heure, les interfaces réseau, on va faire des checks toutes les minutes, c'est hyper consommateur. Donc si en plus quand on a mis en supervision les checks, on les a tous planifiés un peu à la même heure au début, et ben on a des soucis parce que Nagios lui il essaie d'ordonnancer au mieux ces checks. Donc c'est pas évident de savoir ce qu'il faut mettre. Alors généralement nous, on remet du CPU, hein, on se casse pas la tête. Maintenant c'est mm. virtuel, hein, c'est assez simple. Et puis on continue d'observer si vraiment on a des gros soucis. Après il y a des utilitaires Nagios qui existent aussi pour voir quels sont les services qui consomment le plus. Donc ça c'est des utilitaires qu'on n'a pas forcément mis à disposition du grand public. Mais c'est des trucs que vous retrouvez forcément sur internet, hein, c'est pour tester le temps moyen que les services prennent pour s'exécuter, etc. Après, s'il y en a besoin, on pourrait peut-être faire un petit blog sur ce sujet-là, mais voilà, ça va vous donner un temps moyen des services qui sont les plus utilisés, mais vous ne saurez pas exactement quels sont les services, parce que pour l'instant, on n'aura rien développé là-dessus. Donc Ouais, voilà, c'est peut-être des choses sur lesquelles il faudra qu'on travaille un jour ou l'autre, quoi. voilà. Et aujourd'hui, moi je rajoute en fin de compte la partie, enfin je rajoute le service unitaire CPU, je ne sais pas s'il y a une valeur ou pas, s'il Moi, est je ne le mets intéressant de pas le rajouter. forcément dans la météo, parce que si vous calculez un taux de disponibilité, je ne le mets Mm, pas forcément dans la météo, mais je le mets toujours en supervision, parce que ça permet de voir les seuils. De toute d'accord. façon, un CPU, ce qui est important, c'est pas les seuils que vous voyez temps réel, hein, c'est les moyennes heures de pic. Et c'est ça qu'il faut Oui, bien regarder. sûr. C'est vraiment les moyennes heures de Mm, pic dans l'outil, quoi. d'accord. Ok. Bon voilà, c'était mes quelques questions. Merci pour les questions. Merci d'avoir participé au webinaire sur la supervision des boîtiers et retrouvez-nous donc sur notre site internet www.coservit.fr ou sur notre Twitter. Au revoir.